Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Est-ce que vous croyez au miracle? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter l'épisode suivant avec M. Luc Grenier, qui a survécu miraculeusement à un arrêt cardiaque. Retrouvé sans vie par sa conjointe, Luc est réanimé, transporté au CUSUM à Montréal où il subit une procédure de revascularisation coronarienne. Il s'en est sorti sans aucune séquelle et a repris une vie complètement normale qui inclut, croyez-le ou non, de la plongée sous-marine. Écouter Luc raconter son histoire, c'est prendre un moment pour réaliser que notre système de santé, malgré ses lacunes, malgré ses défauts, est encore capable de grandes choses. Bonne écoute. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. On est à la Chine entre deux réveillons quasiment, donc le 31 décembre. On va parler un petit peu plus tard des problèmes cardiaques que tu as eus là, en 2021. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu du travail qui t'a occupé là, durant ta vie active. Ma vie active, oui. En fait, je travaillais en informatique. J'avais une firme d'informatique, j'avais une compagnie d'informatique avec un associé. Puis ça a été une grande partie, très grande partie de ma vie, je te dirais. Ça a duré 35 ans. Une aventure qui a commencé en 1983, puis qui s'est terminée en 2017 lorsqu'on a vendu la compagnie. Puis on s'était rencontrés. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Barcelone. Ça paraît toujours bien de dire ça, là, mais ce que j'avais trouvé fascinant, c'est la complexité de la vente d'une entreprise. Hein? Oui, effectivement. Donc, c'est plus compliqué que ça peut sembler souvent. Là, oui, effectivement. Dans une entreprise qui a une certaine valeur effectivement, marchande. Oui. Ça peut être très compliqué. Heureusement, au niveau de structure organisationnelle, c'était assez simple. On était juste deux associés. On était tout à fait en accord. Fait que ce côté-là, ça a bien été. La compagnie qui nous a achetés aussi, il y avait une bonne synergie entre les autres. Ça a été une transaction agréable. On était pas mal alignés sur les mêmes valeurs et tout. Okay. Fait que ça s'est fait quand même relativement bien, malgré tout, mais effectivement, là, il y a eu tout le due diligence qui est très long et très pénible à faire, toute la planification. Juste le document fiscal pour la transaction, c'était 114 pages. Okay. Puis on parle d'une compagnie, si c'est pas indiscret, qui avait quelle valeur à l'époque? Ça s'est vendu pour quelques millions. Là. C'était une PME. Là. Fait que c'était pas, c'était loin d'être une multinationale ou une compagnie à la bourse. Aviez-vous plusieurs employés? On avait une trentaine d'employés au moment de la fin. Et puis, c'était un de nos concerns. On voulait qu'il y ait une pérennité de l'entreprise, que les postes soient assurés, qu'il y ait une continuité pour nos clients aussi. Puis 5 ans plus tard, est-ce que la pérennité est encore maintenue? Oui, la compagnie existe encore. Elle a évolué, évidemment, mais elle existe encore. Il y a certains employés qui ont décidé de partir. Il y a quelques employés qui ont dû partir, là, évidemment, dans un merger. Le personnel administratif, évidemment. Pour dupliquer les postes de gestion. Non c'est ça, effectivement. Mais la plupart des autres, je dirais que 80% des employés sont restés. Puis avec le temps, il y en a, parce que j'ai encore des contacts avec certains employés. Il y en a qui étaient avec nous depuis plus de 30 ans. Fait que, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a qui sont encore là. Dis-moi,
ta principale passion, c'est la plongée sous-marine. Est-ce que je me trompe? Non, tu te De ce que je trompes connais de toi, en Ouais, tout cas. Là, c'est parce que... oui, effectivement, en termes de loisir, c'est une grande passion pour moi. Mais je te dirais encore plus l'enseignement de la plongée sous-marine que la plongée sous-marine comme telle. OK. Alors, l'enseigner, puis la photo sous-marine aussi. Alors, OK. quand je plonge pour le loisir, quand j'enseigne pas, c'est très rare que je plonge sans caméra. OK, donc plonger pour plonger, il faut ramener quelque chose. Ouais, c'est ça. Il faut que j'aie quelque chose à faire. Une fois de temps en temps, je vais plonger sans caméra. J'appelle ça plonger tout nu. Et, ça fait toujours sourciller jusqu'à temps que j'explique. Ouais. Et c'est correct une fois de temps en temps, mais m'en aller juste plonger pour voir des poissons ou pour faire des bulles, j'ai comme un peu dépassé ça. Là. J'ai besoin d'avoir quelque chose au bout de ça. Alors, ça peut être de la photo, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aller visiter des épaves, des choses comme ça. OK. Mais juste faire des bulles pour voir des troncs d'arbres dans le fond de l'eau, un peu moins. Un peu moins. Mais dis-moi, as-tu déjà pensé en faire une carrière, disons, ou quand tu parles d'enseigner, ou il n'y a pas de marché là-dedans? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours fait très attention à ce que ça ne devienne pas une carrière, justement. Pour moi, la plongée, c'était une façon de relaxer, c'était un échappatoire, surtout dans le temps où on travaillait. J'avais quand même... c'était stressant, c'était accaparant à bien des niveaux. Et puis, pour moi, la plongée, c'est une façon de tout oublier, de décrocher. Et puis, j'ai toujours tenu à ce que ça reste comme ça. Puis, justement, je suis en train de remettre un petit peu en question parce que maintenant, avec l'évolution de mon cheminement dans l'enseignement de la plongée, c'est en train de devenir justement plus un job que d'autres choses. Okay. Puis je commençais à perdre d'intérêt. Fait qu'il va falloir que j'ai réalisé les choses. Les cadrans en place. Oui, c'est ça. As-tu déjà eu en plongée sous-marine des incidents ou des événements où tu as eu peur? Peur pour moi, non, pas vraiment. Peur pour d'autres personnes, oui. Qui étaient sous ta supervision? Non, en fait, oui. Il y a une fois où avec une élève où je pensais qu'il y avait possiblement un incident assez grave. Finalement, c'est une banalité. Là. Ça en est... je ne sais pas si tu veux qu'on aille dans les détails. Oui, ça m'intéresse parce que j'ai eu... on n'est pas... J'ai eu en entrevue une médecin, une cardiologue alpiniste. OK. Puis qui traite aussi, qui fait un peu de plongée sous-marine. OK. Puis qui travaille avec la Chambre hyperbare à Québec, là, donc pour les accidents de décompression. Puis on faisait un corollaire entre les risques associés à l'alpinisme et les risques associés à la plongée sous-marine. Puis elle, c'est plus une fille de montagne qu'une fille d'océan. Mais elle trouvait que la plongée sous-marine, ça pardonne pas. Là, par rapport à la haute montagne où quand ça se met à mal aller, tu as un petit peu de temps, là, mais en plongée, ça peut être instantané. Je te dirais que... Je ne connais rien à ça. Ouais, c'est bon. Et ça paraît. C'est ça. Je te dirais qu'au contraire, c'est certain qu'il y a des risques associés. Okay? Ça, évidemment, tu es dans l'eau, il y a toujours un risque de noyade. C'est ça. Les principaux risques en plongée, c'est des risques qui sont associés au barotraumatisme à cause de la pression. Alors, quand on descend, la pression augmente, les gaz se dissolvent dans les tissus. Quand on remonte, ces gaz-là ressortent. Si on monte trop rapidement, bien, ça peut causer des embolies, etc., etc. Encore une fois, je ne veux pas transformer ton... Non, c'est très intéressant. Ton podcast en cours de plongée. Bon, toujours est-il que j'avais une étudiante comme ça qui, lors d'un exercice, qui consiste à enlever et remettre le masque sous l'eau, puis à le vider, elle a paniqué, puis elle est partie à remonter vers la surface. Okay. Alors ça, il y a un danger si tu remontes vers la surface trop rapidement, particulièrement en retenant ton souffle. Ça peut causer l'accident le plus grave en plongée. C'est probablement le plus grand danger qu'il y a. Alors, évidemment, je ne veux pas l'empêcher de remonter à la surface. Elle est complètement paniquée. Il faut qu'elle remonte. Mais je veux éviter qu'elle remonte trop rapidement. Là, tu fais quoi? Tu t'accroches après, puis tu la ralentis. Mais là, c'est pas dangereux pour toi? Ou... j'ai quand même... faut s'entendre, on est en formation. C'est
une nouvelle plongeuse qui va être certifiée. Là. Fait qu'on est on est à peine dans 7 mètres, 7-8 mètres d'eau. Fait que c'est pas très long comme remontée. Je l'ai retenue pour pas qu'elle remonte trop rapidement. Alors, d'une part, pour pas qu'elle remonte trop rapidement, mais d'une autre part aussi pour la forcer à respirer. À un moment donné, si je ralentis la remontée, elle va manquer d'air, elle n'a pas le choix, il va falloir qu'elle respire, puis ça l'empêche qu'elle ait une surexpansion pulmonaire. Mais toujours est-il qu'en arrivant à la surface, là, elle est tout essoufflée, paniquée, puis elle se plaint qu'elle n'est pas capable de respirer. Alors, ma première pensée, c'est that's it, elle vient de se taper une embolie gazeuse, elle a des problèmes aux poumons, fait qu'évidemment, bon, j'ai toujours un assistant avec moi, je lui fais signe de s'occuper du reste du groupe. Moi, je pars en 4e vitesse, en remorquage pour la ramener jusqu'au bord de l'eau. Et puis, j'arrive proche du bord de l'eau, puis elle est toujours tout essoufflée, puis de la misère à respirer. Puis je réalise que je n'ai pas largué ses plombs encore. Fait que je détache sa ceinture de plomb. Puis dès que j'ai détaché sa ceinture de plomb, enfin, je peux respirer. Fait que finalement, c'est juste parce que sa ceinture était trop serrée. Mais quand tu dis détacher, larguer, ça tombe dans le fond, là? Ou... Oui, ça tombe dans le fond, c'est ça. Puis, évidemment, au tout début, je ne veux pas larguer les plombs parce qu'il y a les autres étudiants en dessous. Là. Puis, un coup que j'ai commencé à remorquer, ça allait bien. Fait que ma priorité, c'était de la sortir de l'eau. Le plus rapidement possible. Pour être capable de traiter l'urgence. Finalement, il n'y avait aucune urgence, là, à part une petite panique. Puis ça, c'est... je te dirais que c'est le plus proche que j'ai passé d'une tragédie avec des étudiants. Quand même. Mis à part la plongée, as-tu un autre, j'appellerais pas ça un plaisir coupable, la plongée, mais as-tu une autre passion ou quelque chose? Oui, j'ai skié longtemps, c'était une grande passion, mais malheureusement, les genoux ont lâché, fait que j'ai été obligé de terminer ça. Puis dernièrement, on a découvert le curling il y a quelques années. Et puis, j'adore ça. Plus on joue, plus j'aime ça. Puis, ça a l'air d'un petit sport niaiseux. Là, mais, ah non, c'est assez, j'ai déjà joué quelques fois. C'est assez physique d'abord. Oui, quand tu balayes, c'est très physique. Puis, de toute façon, quand je joue avec Francine à Sauvage, tu ne balayes pas à la maison, tu vas balayer ici. OK. Dis-moi, on va parler un peu plus vraiment des ennuis de santé que tu as eus. Là. C'est en juin 2021. Là, avant l'été 2021, ton expérience du système de santé ou du réseau de la santé, est-ce que... Non, je n'ai pas eu aucun projet majeur. J'ai été souvent dans le système de la santé. Je l'ai utilisé souvent. J'ai des petits problèmes neurologiques. On ne sait pas encore c'est quoi. C'est pas majeur. Là. J'ai une perte de dextérité, des choses comme ça. À un moment donné, le neurologue qui me suivait pensait que c'était peut-être la CELA, mais finalement... La sclérose latérale amyotrophique. Oui, c'est ça. Maladie de Lou Gehrig. Et puis, mais finalement, en tout cas, les symptômes se sont comme stabilisés. Fait que ça a de l'air que ça sera probablement pas ça, en tout cas, du moins pour le moment, on espère. Des petites choses comme ça. Je me suis déjà fracturé une jambe en ski, justement. Mais rien de très sérieux. Fait que tu as commencé ça avec quelque chose d'assez... Oui, ben en fait, il y a mon genou, c'est vrai. Il y a mon genou. J'ai oublié mon genou. C'est pas quelque chose qui porte atteinte à la vie, là, mais j'ai un remplacement du genou. Donc quand même. C'est une chirurgie quand même. Mais en général, je te dirais que toutes les expériences que j'ai eues dans le domaine de la santé, c'est excellent. Alors des fois, c'est long de rentrer dans le système. Une fois qu'on est rentré dans le système, j'ai toujours trouvé que le service était C'est toujours ce que les gens disent. Souvent, c'est plus la première ligne qui est le problème. Là. C'est ça, effectivement. Mais tu pourras en parler à ton médecin de famille. Qui est mon frère. Oui, c'est ça. Ben, j'ai la chance, justement, d'avoir un médecin de famille. Je connais bien des gens, dont une de mes filles qui n'a pas de médecin de famille. Puis c'est compliqué. C'est assez compliqué. Puis les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'un suivi, c'est un gros problème. C'est difficile. Ouais. Le 2 juin 2021, oui. tu as fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Effectivement. Moi, j'ai appris ça sur les médias sociaux. C'est Francine qui a... Je lis ça, je dis c'est impossible. Là, mais c'est vrai. Oui. Quel souvenir as-tu de cette journée-là? Absolument rien. En fait, j'ai un blackout. C'est ça, les gens me demandent souvent si j'ai été traumatisé par ça. Pas du tout, j'ai rien vu. J'ai un blackout qui commence à peu près une semaine avant. Avant la journée. Et mon tout premier souvenir suite à cet événement-là, c'est 5 ou 6 jours plus tard, assis dans le lit avec juste une canule dans le nez, puis je suis en train de parler avec Francine.
Alors, c'est le premier souvenir que j'ai. Tout est réglé. Il n'y a plus de problème. Entre les deux, blackout total. Le dernier souvenir, là, une semaine avant, est-ce que c'est un souvenir clair ou c'est anodin? C'est quoi? Même, je me souviens des tout à fait anodin. C'est comme fin mai, là, dans le fond. Parce que, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, justement, je venais de terminer de former un instructeur de plongée juste avant la fin de semaine. Pas la fin de semaine juste avant, mais la fin de semaine avant ça. Là. Donc, pas le 2 juin, c'était un mardi. Donc, pas le samedi précédent, mais le samedi avant ça, j'avais terminé de former quelqu'un. Et puis, quand je me suis réveillé à un moment donné, je disais, hey, lui, j'ai pas fini de le former, il reste une fin de journée. Tu t'es réveillé à l'hôpital? Oui, encore une fois, là, après. Là, je disais, donc, est-ce que j'ai terminé la formation avec lui? Là, j'ai été obligé d'appeler, parce que Marc avait travaillé avec moi, j'ai été obligé de l'appeler, savoir, on a-tu fait la dernière fin de semaine? Il dit, oui, tu te souviens pas? Puis là, il m'a parlé, cette journée-là, c'était assez spécial, il y avait des gros vents, tout ça. Puis il m'en a parlé un peu, puis c'est vrai, je me suis souvenu de cette journée-là en parlant, mais à part de ça, là, absolument aucun souvenir. Mais quand tu te réveilles à l'hôpital, 5-6 jours après, là, tu te demandes ce que tu fais là? Oui, je te dirais que les premiers jours de mon réveil, j'ai comme perdu le souvenir de ça. Je sais que quand je me suis réveillé pour la toute première fois, apparemment, la première chose que j'ai dit, c'est « j'ai fait un infarctus ». Et puis Francine m'a dit oui. Mais tu le savais ou tu le sentais? Comme je te dis, je me souviens pas de ces premiers jours. Tu te les fais raconter. C'est ça, oui. Mais ça faisait longtemps que j'insistais auprès de mon médecin pour qu'il me fasse tester. Parce que et mon frère et mon père sont tous les deux morts d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Puis à mesure que le 65 ans approchait, ça commençait à t'agacer. À m'agacer, c'est ça. Puis comme je disais à des proches, mourir, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de devenir hypothéqué, un légume, une charge pour mes proches. Ça me terrifie au maximum. Puis j'avais peur, justement, de me taper une crise de cœur, puis après ça, d'être hypothéqué, puis capable de... toutes les séquelles qu'il peut y avoir avec une crise de cœur dans sa vie. Alors, j'ai passé plusieurs tests, des échocardiogrammes à l'effort, quelques-uns. Il y en a un qui a donné une anomalie à 100%, qui s'est replacé très rapidement. Puis on a... Ça, tu parles après? Non, avant. Après, ça commence en 2017, en prévention, c'est ça. Et puis, tout est sorti normal. Finalement, il y avait absolument rien. Puis finalement, la cause de mon arrêt cardiaque, c'est une plaque de cholestérol qui a fendu, qui a fait un caillot de sang, qui a bloqué la circulation au cœur. C'est ça qui aurait causé mon arrêt cardiaque, selon le cardiologue qui m'a traité. Cette journée-là, je pense, c'était ici. Là, oui, c'était ici. On était dans le garage du pied dans ton dos. Raconter l'histoire. Là. Voilà. Oui, moi, j'ai 100 fois ou... non, justement. Non, pas... en fait, c'est moi qui est allé au-devant. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui est arrivé. C'est plus moi qui ai questionné Francine que l'inverse. Puis, à part les secours médicaux, quand les secours médicaux sont arrivés. Avant ça, Francine était tout seul avec moi, fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres témoins de ça. Alors, ça a été beaucoup plus traumatisant pour Francine que pour moi. Ben, j'imagine. Ouais. Elle a vu le traumatisme au début. Elle a entendu tomber? Oui, c'est encore une fois, quand on dit notre heure n'est pas venue, je revenais de faire une balade en vélo. OK. Alors, j'ai mis mon vélo dans le garage. La toile solaire était sur la piscine. Fait que je voulais savoir si elle voulait se baigner tout de suite pour enlever la toile solaire ou si j'avais le temps d'aller prendre ma douche avant. Puis elle me dit qu'elle ne se baignait pas tout de suite, mais elle était en train de nettoyer l'entrée en avant de la maison. Puis là, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a entendu tomber dans le garage. Alors, possiblement... si je regarde ce que j'ai vu dans les films, j'ai peut-être une douleur à la poitrine, puis je me suis envenu en titubant, en faisant des grimaces, puis finalement, je me suis effondré dans le garage. Mais encore une fois, j'ai aucun souvenir de ça. Mais elle a entendu du bruit. Puis là, regardez, il y avait un camion de Purolator. Elle a dit, le bruit ne vient pas de là. Fait que ça l'a comme agacé. Elle est venue voir, puis j'étais couché dans le garage, mort. Là, il faut qu'elle te réanime puis qu'elle appelle le 911 en même temps. Elle a fait le 911. J'étais sur... Puis là, évidemment, tout ce que je te compte là, c'est ce qu'on m'a raconté. Évidemment. Alors, quand elle m'a trouvé, j'étais sur le ventre, puis j'ai comme un
petite table de travail dans le garage. J'étais comme à moitié en dessous. Fait que là, elle avait peur à ma colonne. Fait que elle était allée chercher mon voisin à côté, qui est très gentil, qui est venu l'aider à me revirer le bord pour commencer la RCR, c'est ça. Elle était en communication avec le 911. Et puis, elle a fait ça pendant 6 minutes. Ça a pris 6 minutes avant que l'ambulance arrive. Quand même. Oui, c'est ça. Elle a dit plusieurs fois au dispatcher, « Est où ta Moses d'ambulance? » Et puis, Moses, on modifie un peu. Oui, c'est ça. Je censure un peu. Et puis, c'est ça, ça a pris 6 minutes avant que l'ambulance arrive. Ils vont choquer 5 fois avant que le cœur reparte. Okay. Puis après 3 fois, ils ont demandé à Francine de sortir du garage. Je pense qu'il commençait à trouver que ça l'augurait mal. Mais finalement, ils ont réussi à repartir mon cœur. Ils m'ont emmené à l'hôpital, puis j'ai été pris en charge par une équipe fantastique. Ici à Rachid? Non, ils m'ont emmené tout de suite au Glen. OK. Et puis, c'est ça, ils ont débouché 2 artères la journée même. Puis écoute, tout ce que j'avais, c'est 2 petites incisions. Là. Ben, en fait, une petite pour incision. Pour le cathétérisme cardiaque? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Des stents. Ah, c'est hallucinant. Là. Puis ça, sur le coup, ils ont fait ça pour débloquer l'artère. Et puis, après que je me sois réveillé, 5-6 jours plus tard, ils sont retournés une 2e fois pour rajouter des stents de l'autre côté du cœur aussi. Là, cette fois-là, j'étais réveillé. Là. J'ai vu la procédure, je voyais les ça, tu t'en rappelles? ballons. Oui, ça, je me rappelle très bien. Ça, c'est plusieurs jours après. La journée, tout ce que tu me racontes là le fait de te l'être fait raconter, as-tu l'impression comme de le visualiser ou... Parce que la question vient de le fils de John F. Kennedy. OK. Il avait comme 3 ans quand son père est mort. OK. Mais il avait tellement vu d'images de ça. OK. Puis ça l'était fait tellement raconter ce qu'il a vécu avec son père, le peu de temps que j'avais déjà entendu qu'il n'était pas sûr ce qui était son souvenir, puis ce qu'il avait fabriqué. Ah, OK. À force de se faire raconter des histoires au sujet de son père. Comme toi, tu le racontes comme si tu l'avais vu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu racontes des détails, là, tu étais tombant sous la table. Puis, Oui, mais les détails viennent du fait que j'ai interrogé Francine. C'est ça. J'ai ça. posé la question. Moi, j'étais curieux. Je suis curieux de nature. Je voulais savoir. J'avais 0 souvenir. Là. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Puis, fait que c'est ça. C'est elle qui m'a conté tous les faits. J'ai essayé même noter. OK. J'avais même fait un post où je contais un petit peu mon histoire. J'avais deux buts. Le premier, c'était d'essayer de convaincre les gens que c'est important d'aller de suivre des cours de RCP. Parce que c'est ça qu'on s'entend. Là, moi, RCR, effectivement. C'est ça c'est ce qui m'a sauvé la vie. Le fait que Francine savait comment le faire. À cause de la plongée sous-marine. Vraisemblablement, sa formation. En fait, oui, en fait, on le savait d'avance. Quand on a eu des enfants, on a tout de suite fait un cours de Saint-Jean, mais ça fait... nos enfants sont dans la trentaine avancée. Là. Mais maintenant, effectivement, j'enseigne, je forme non seulement des gens à faire le RCP, mais je forme des instructeurs de RCP aussi. Ça fait partie de mon cheminement. Puis c'est moi qui avais donné le cours à Francine il y a, je ne sais pas, son dernier cours, là peut-être 7-8 ans. Mais les réflexes étaient là. Ouais, les réflexes étaient là, elle savait quoi faire. Puis, mais de toute façon, Francine, c'est une personne qui est débrouillarde, c'est pas le genre de personne à paniquer et à tourner en rond en criant. Là. Fait que, d'ailleurs, je te parlais j'avais 2 raisons pour le petit texte que j'ai écrit. Un, convaincre les gens de suivre des formations RCR, puis l'autre pour souligner aussi le travail de Francine, là, qui était exceptionnel. En tout cas, une des morales de cette histoire, c'est qu'il faut rester en bon terme avec sa femme. Oui, c'est ça. Puis, maintenant, je lui dis souvent que tu avais l'occasion de rêver de te débarrasser de moi. Tu avais juste à retourner balayer 5-6 minutes avant de revenir. Puis maintenant, il va falloir que tu m'endures. Dans les premières semaines,
quand tu dis que tu t'es réveillé au jour 5-6, mais avais-tu les esprits clairs ou ça a pris quelques semaines, quelques mois avant que ton acuité intellectuelle là, redevienne ce qu'elle est? Là? C'est ça. Moi, j'ai pas l'impression que j'étais confus. Je te dirais peut-être que mes proches seraient mieux placés pour répondre à cette question-là, mais j'avais pas vraiment l'impression d'être confus, à part la perte de mémoire, le trou que j'ai dans ma mémoire, mais j'avais l'impression d'être fonctionnel. Donc, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils cherchent pas des noms, des choses comme ça. Exactement, non? de la difficulté à parler, pas chercher les noms. En tout cas, pas plus qu'avant l'accident. Peut-être mieux, même. Peut-être mieux, oui. Je peux te dire que ma forme physique, maintenant, est mieux. J'avais passé un tapis à l'effort peut-être 1 an ou 2 avant mon arrêt cardiaque. J'en ai repassé un après l'arrêt cardiaque là, dans ma phase de réhabilitation. Puis j'ai tapé 12 mètres après l'accident, puis je l'avais 10 avant. OK. C'est-tu quelque chose auquel, au début, tu pensais à tous les jours? Pas à tous les jours. Là, ça fait plus d'1 an. Là. Ça fait tu veux dire... OK, je pensais que tu parlais avant. Non, après l'arrêt... Non, honnêtement, encore une fois, ça a tellement été transparent pour moi là, que ça m'a pas vraiment affecté. Je peux pas dire que ça m'a... C'est comme si c'était pas arrivé, finalement. OK. Donc, c'est pas quelque chose qui te trotte dans la tête, là? Non, en fait, je te dirais que je suis heureux, dans le sens que la crainte que j'avais, justement, d'avoir une crise cardiaque, puis de ne pas en mourir, mais de rester plein de séquelles, j'ai eu la crise cardiaque, ils ont réglé... C'est un problème de tuyauterie, finalement. Ils ont réglé le problème, puis... apparemment, je devrais être bon pour un autre 50 000 milles. Fait que, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, c'est ça. Fait que c'est un peu comme si j'avais essayé d'être proactif, puis de détecter, de prévenir les problèmes. Puis finalement, on n'a pas réussi à l'empêcher, mais on a réussi à éviter des séquelles. Fait que c'est comme, pour moi, c'est comme réglé. Là, évidemment, j'essaie de garder un style de vie sain, de faire de l'exercice, de bouger, de faire attention à mon poids. T'arrêtes-tu parfois pour penser à quel point tu es chanceux? Je veux dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est presque incroyable. Je pense que je vais partir avec une mèche de cheveux. Je ne peux pas dire que je m'arrête à y penser à tous les jours, mais je suis conscient jusqu'à quel point c'est une chance inouïe que j'ai eue. Une chance inouïe. Écoute, tout était aligné. Francine, je peux penser à 1 milliard de situations qui auraient fait que ça serait passé différemment. Si Francine avait été dans la maison au lieu d'être à l'extérieur, si elle ne m'avait pas entendu tomber, si j'étais tombé peut-être dans le cours au lieu dans le garage. Si l'ambulance avait été un peu plus loin. Si l'ambulance avait été un peu plus loin, si ça avait été peut-être, il y avait des paramédics avancés qui étaient là. OK. Peut-être que c'était du monde moins qualifié, du monde moins dédié, parce que je pense qu'ils ont travaillé très fort. En tout cas, assez fort pour me fracturer une coupe de côte. Okay. Ouais, c'est ça. Mais je peux dire que c'était le dernier de mes soucis. Bref, il y a tellement de choses qui auraient pu faire en sorte que ça soit une fin tout à fait totale. Je suis tout à fait conscient de la chance inouïe que j'ai eue. Mais je peux pas dire que je passe mes jours à penser à ça. Est-ce que Francine te le rappelle parfois, de dire « fais pas telle chose » ou... pas pelleter, par exemple. Ah, OK, ouais, c'est ça. Ça se replace. Au début, il fallait pas que je lève le petit doigt. Elle était très, très, très inquiète. Même quand j'ai voulu recommencer à plonger. Ah ben là, t'es pas pour recommencer à plonger. Puis on voulait aller plonger aux escoumins. Puis là, c'est de l'eau froide, tout ça. Mais fait que je suis allé revoir mon cardiologue, une visite de suivi. Puis Francine est venue avec moi pour l'entendre. Pour pouvoir l'entendre, lui, me dire, regarde, tout est beau. Puis il m'a dit, écoute, quand je l'ai revu, j'avais déjà fait la réhabilitation, j'avais déjà fait le tapis à l'effort, tout ça. Puis il m'a dit, moi, je vois pas aucune limite là, à ton... tu devrais pas avoir aucune limite à l'exercice que tu veux faire. Fait que cet événement-là, pour toi, c'est zéro traumatisant de ce que je
comprends. Zéro. C'est pire pour tes proches. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Puis même encore, justement, l'autre fois, au curling, on parlait de curling, j'ai glissé, puis je suis tombé sur le dos, puis Francine, elle ne jouait pas avec moi, mais elle était sur une glace à côté. Elle m'a entendu tomber. Elle m'a vu tomber, tu sais, puis elle dit, j'aime pas ça quand tu tombes, à chaque fois, ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est vrai? Ouais. Okay. C'est quand même incroyable. Ouais. Oui, c'est incroyable. Est-ce que ça a changé un peu la façon dont tu abordes les petits soucis de la vie, là? Des fois, on va dire... Pour être honnête, je dirais non. Okay. Parce que j'ai toujours eu un petit côté épicurien que j'ai hérité de mon père, je pense. Et puis, j'ai toujours eu une mentalité où il faut prendre le temps de profiter de la vie. Puis, travailler fort, ça ne me dérange pas. On a travaillé très fort quand on a parti la compagnie pendant beaucoup d'années. Mais même à cette époque-là, je prenais toujours le temps de relaxer d'une façon ou d'une autre, en faisant de la plongée, entre autres choses, en faisant des voyages, etc. Fait que j'ai toujours eu une approche où il faut faire un juste milieu. Il faut quand même se bâtir un futur, mais il faut prendre le temps de profiter de la vie. Fait que je te dirais que j'ai pas changé là-dessus. OK, mais le sens de ma question aussi était... Les gens vont dire, mais les petites choses de la vie courante qui nous agacent, là, après un événement comme ça, les gens vont dire ça, ça n'a pas d'importance. Ouais. Mettons, c'est juste de l'argent. Ou, comme mettons la petite poque sur la porte de l'auto, là, ben c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Là. C'est ça. Mais je te dirais que j'ai toujours été comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des bons modèles, des bons mentors dans ma vie. Et entre autres, j'avais un frère, mon frère qui est décédé, qui lui était paraplégique. Okay. Il avait été frappé par un conducteur en état d'ébriété à l'âge de 9 ans, depuis ce temps-là, qui était en chaise roulante. Puis ça ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit dans sa vie. À son décès, je faisais le ménage dans ses papiers. J'ai trouvé dans le fond d'un tiroir un bac puis 2 maîtrises, des certificats qui traînaient dans le fond d'un tiroir, comme ça. Okay. Il s'est déjà cassé une jambe. Parce qu'il était dans l'entretoit de sa maison en train de poser une antenne pour faire... paraplégique, pour faire direct. Tu vois un peu la personnalité. Et puis, sa femme était quadriplégique. OK. Fait que... puis, il y avait beaucoup d'amis qui avaient certains handicaps, mais j'ai été exposé très jeune à voir ces gens-là qui se laissaient pas démener par rien. Puis des fois, tu te lèves un petit peu avec... un petit problème à l'envers, un petit problème quelconque, anodin, que tu as le goût de bougonner, puis après ça, tu penses à ce que ces personnes-là vivent. Tu avais déjà cette philosophie de vie un peu. Tu sais, big deal. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. As-tu une devise, un mantra ou une phrase que tu dis ou à laquelle tu es associé? Ouais, c'est ça.
J'en ai une que je pense souvent, que je dis rarement à voix haute, mais que je pense souvent, qui n'a pas vraiment rapport avec la discussion, mais c'est que l'apparente stupidité des choses n'est souvent que le reflet de notre propre ignorance. Ah, c'est bon, ça. Mais à part de ça, non, moi je dirais que, encore une fois, je sais que tu as une question qui vient à la fin, qui est le mot de la fin pour les gens, puis ça va sentir bien banal, mais ça a toujours été mon principe de vie, c'est qu'il faut prendre le temps de vivre. La vie est courte, et puis il faut prendre le temps de vivre. Mais en même temps, quand tu dis prendre le temps de vivre, puis tu donnes l'image de quelqu'un qui a vécu à 100 000 à l'heure en même temps. Comme, mettons, tu dis, tu sais, tu te relaxes en faisant de la plongée sous-marine. Oui. Moi, j'associe ça quand même à un loisir relativement stressant, mais c'est parce que je ne connais pas ça, de toute évidence, c'est ça? De toute évidence, Je oui. suis profane, là. Moi, je te dirais que si ça me stressait de faire de la... En fait, n'importe qui est stressé sous l'eau ne devrait pas faire la plongée sous-marine. OK, fait que ça, c'est la sélection au début. Sélection au début, sinon ça ne fait pas de sens. Ça dépend de ce que tu fais. Là. On s'entend, il y a de la plongée commerciale, il y a toutes sortes de choses, mais de la plongée récréative, c'est ce que j'enseigne et ce que je pratique. La plongée récréative, c'est pour le plaisir. Alors, si tu n'as pas de plaisir à le faire, ça fait juste pas de sens. OK. Puis moi, je vais te donner un exemple qui est jusqu'à quel point ça me faisait relaxer la plongée. Ma mère est décédée, je ne me souviens plus quel âge que j'avais, là, mais ça faisait déjà un bon bout de temps que j'enseignais. Et puis elle est décédée un mardi. Et je devais donner un cours de plongée. J'avais un cours qui s'étalait sur plusieurs semaines. Là. J'avais une session le mercredi soir. Alors j'ai appelé à l'école, je ne pourrais pas être là mercredi, ma mère vient de décéder, fait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. Le mercredi suivant, je suis allé enseigner. Et puis, après le cours, il y avait une session de théorie suivie d'une session en piscine. Et puis, bon, tout était terminé. J'étais en train de ranger mon stock dans mon auto. Et je me suis aperçu que pour la première fois en une semaine, ça faisait 1h30 que je n'avais pas pensé à ma mère. Alors, ça a toujours été comme ça. Mais je rentre sous l'eau, tout disparaît. OK. Tout disparaît. Fait que, oui, vivre à 100 000 $, tu sais, prendre le temps de profiter de la vie, ça ne veut pas nécessairement dire être assis sur ton divan et rien faire. Je te dirais même que c'est exactement le contraire pour moi de profiter de la vie. Mais c'est de pas juste faire des choses que tu dois faire, mais faire des choses que tu as envie de faire. OK. Est-ce que pour toi, la personnalité d'un plongeur, ça s'apparente à quelqu'un qui fait du saut en parachute, par exemple? Ou c'est exactement l'opposé. C'est ça que j'allais dire. Hein? Le parachute, c'est adrénaline. C'est ça, exactement. Okay. Puis la plongée, surtout la plongée récréative, c'est zen, relax. Tu veux faire le moins de mouvements inutiles, pas forcé pour... prolonger ta réserve d'air, finalement, pour rester aussi longtemps que possible. C'est totalement le contraire. As-tu déjà croisé ou connu des plongeurs qui avaient un profil de parachutiste, dans le sens qu'ils prenaient des risques, qui poussaient les limites, puis qui oui, un petit peu tout le temps aux frontières du danger? Oui, j'en ai connu, oui, j'en ai vu. Ça, les autres sont pas à leur place, d'après ce que tu dis là. Je te dirais un peu que si tu fais de la plongée pour prouver des choses, tu es un accident qui attend, qui cherche une place pour arriver. C'est ça, exactement. Ça. Les événements de juin 2021, est-ce que ça a changé ta vision de la santé ou... Non. J'ai l'impression que non. Non, pas vraiment. Encore une fois... C'est comme si tu as 2 semaines dans ta vie qu'on enlève. C'est ça, exactement. La vie continue. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Mais je pense que c'est un témoignage à la fois à Francine. Francine, c'est une femme qui est formidable sur tellement bien des niveaux. Écoute, j'étais à l'hôpital, je me mets à sa place. Là, okay? Elle me trouve là. Elle fait les manœuvres. Elle attend que l'ambulance arrive. Elle va me joindre à l'hôpital. Là, à l'hôpital, les médecins n'arrêtent pas de demander ça fait longtemps qu'il était inconscient que vous l'avez trouvé. Parce qu'ils ne savent pas dans quel état tu vas te réveiller. Là. Tant que je ne me réveille pas, ils ne savent pas, effectivement. Puis elle sait très bien. J'ai toujours été très clair avec tout le monde qui sont autour de moi. Moi, je veux pas... Si jamais je suis branché sur des machines, vous ne posez pas de questions, vous tirez tout ça, ça lui trotte dans la tête. Ça lui trotte dans la tête. Puis là, si je ne l'ai pas fait comme il faut, il va essayer de fâcher après moi. Puis... Écoute, 5 jours de temps, là, elle n'est pas sortie de l'hôpital.
Elle est assise à côté de moi tout le temps. En tout cas, c'est un témoignage à elle, à l'effort qu'elle a fait, mais aussi au système médical. La prise en charge que j'ai eue là-bas, c'est la technologie qui est... J'ai fait un arrêt cardiaque, j'étais mort, puis le seul séquelle que j'ai vu, c'est une piqûre de la grosseur d'une piqûre de maringouin sur mon poignet. Là. C'est la seule trace qui restait quand ils ont eu fini. C'est ça. Ben, la seule trace visible, je devrais dire. Quand tu entends les gens se plaindre contre le réseau de la santé, toi, tu penses qu'ils n'ont pas été assez malades ou... Je te dirais que... Ou on parlait de la première ligne tout à l'heure. Ouais, je pense que ce que j'entends, les plaintes que j'entends, évidemment, je ne suis pas dans le système, mais les plaintes que j'entends au niveau du système de la santé, c'est plus les attentes, je pense, que d'autres choses. Moi, j'ai pas connu beaucoup de monde qui sont plaints qui n'avaient pas été pris en charge comme il faut. Comme on disait tout à l'heure, une fois que tu es rentré dans le système, en général, ça va très bien. Puis j'ai fait plusieurs hôpitaux, là, pour, encore une fois, rien de sérieux, mais pour toutes sortes de choses. J'ai de l'arthrose encore. J'ai passé tellement de résonance magnétique. Je suis certain que toutes mes altitones sont toutes bien enlignées, en ligne droite. Et puis, mais j'ai visité plusieurs hôpitaux, puis honnêtement, j'ai rarement vu des gens là, qui ne semblaient pas être leur place ou antipathiques. Non, c'est ça, exactement. Il y a toujours une petite section baguette magique dans mes entrevues, donc pour conclure, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé... je pense qu'on a parlé, ça serait justement le manque de personnel. Je pense que, encore une fois, c'est certain que j'ai une vision superficielle. Je ne vois pas les engrenages en arrière, mais ce qu'on entend parler toujours, puis ce qu'on vit souvent, c'est les attentes interminables pour des interventions. Des choses banales. Banales, ou des fois, pour des choses banales, c'est peut-être un peu moins grave, mais des fois, des choses sérieuses. Des gens qui attendent des années pour des chirurgies, où on entend parler de gens qui meurent de cancer en attente d'opération. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on avait une discussion hier avec mes deux frères, qui sont médecins de famille, puis qui n'ont pas la même vision tout à fait du réseau de la santé. Fait que c'était quand même assez amusant, je te dirais. Mais même les banalités, là, ne serait-ce que quand un couple qui a un jeune enfant qui a une otite, que tu dis tu vas aller passer comme 8 heures ou 10 heures dans une urgence pour avoir une prescription d'antibiotiques. Moi, ça me paraît incroyable. Là. Effectivement. Puis ce qui me surprend ou ce qui m'impressionne toujours, c'est la résilience de la population. Dans d'autres secteurs d'activité, de dire que tu attendrais, mettons, tu aurais rendez-vous pour ta voiture le lundi matin à 8 h, puis tu irais te planter là, tu t'attendrais. Des fois, ça arrive, c'est des lots aussi. C'est une image, là, mais les gens sont résilients. On est peut-être habitués à l'argent qu'on met de nos impôts. Là. Mais je te dirais, la différence, c'est que si tu fais ça chez le dealer, tu vas te revirer de bord, puis la prochaine fois, tu vas aller chez un autre dealer, tu vas acheter une autre marque de voiture. Exact. Là, tu as un système de la santé, puis tu n'as pas le choix. Là. Tu peux pas dire au médecin, tu m'as fait attendre, là, je ne viendrai plus te voir, je vais en avoir un autre. Il va juste rire. Mais c'est une discussion qu'on a eue hier. Puis avec la pandémie, ce que ça a ouvert la porte au privé. Fait que moi, je pense que ça pourrait changer. Ça pourrait changer les choses. Puis le sentiment que j'ai, c'est que d'ici quelques années, là, le payeur de taxes qui va avoir, mettons, consulté au privé, mettons, va avoir fait faire sa hanche ou son genou en clinique privée, avec une facture de 20 000 $, éventuellement, quand il va y avoir assez de gens qui vont être passés par cette filière-là, les gens vont se retourner vers le gouvernement, vont dire, écoute, j'ai dépensé 25 000 $ de mon argent. Tu vas me rembourser. C'est ça. Donc, je pense qu'on est peut-être rendu là pas tout de suite, mais ça s'en vient. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde pour prendre un verre ou faire une plongée. Une plongée, oui. Ça, c'est une question qui m'a fait réfléchir. J'ai une chance de voir quelqu'un, peut-être vivant ou mort, qui je voudrais aller voir. Puis j'ai réfléchi longtemps. Il y a plusieurs choses qui sont venues à la tête, mais finalement, j'ai resté avec Einstein. OK. Avoir la chance de parler avec une personne qui a une si profonde compréhension du fonctionnement de l'univers, je pense que je resterai là à l'écouter tant qu'il voudrait me parler.
Je sais pas à quel point on pourrait être impressionné de parler à une personne comme ça, ou si honnêtement, c'est une personne accessible. Oui, c'est ça. Je te dirais que probablement, je comprendrais pratiquement rien de ce qu'il me dirait. Mais je serais prêt à essayer, en tout cas. Mais ce qui est fascinant avec cet homme-là, c'est qu'à l'époque, c'était comme une superstar, là, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, là, qu'un scientifique soit une vedette mondiale. Ouais. C'était une vedette, tu sais. Effectivement. Donc, Puis, mais je pense, écoute, il a fait avancer la science, il a fait avancer notre compréhension de l'univers d'une façon tellement gigantesque. Je pense pas qu'il y ait aucun scientifique qui nous ait fait autant comprendre le fonctionnement au corps même de l'atome, qui, dans le fond, est à la base de tout ce qui nous entoure, incluant nous-mêmes. Incidemment, si Einstein avait vécu à notre époque, il aurait vécu plus longtemps, parce que ça, c'est une question Trivial Pursuit, mais Einstein est décédé d'un anévrisme rompu au niveau de la horte abdominale. Ah bon, OK. Donc, chose pour laquelle il n'y avait pas de traitement à l'époque. Puis, sa biographie racontait que je pense qu'il avait déjà eu une chirurgie exploratoire pour ça. OK. Les médecins avaient constaté qu'il n'y avait rien à faire. Donc, il savait qu'il vivait avec une bombe. Une bombe au-dessus de lui. Puis, lorsque l'anévrisme s'est rompu, il n'est pas mort immédiatement. Mais il savait que c'était ça, là. Les douleurs dans le ventre qui descendaient dans les jambes. Puis, l'histoire veut que jusqu'à la fin, presque, il écrivait des équations. Peut-être pas quelques minutes, mais quelques heures avant son décès. Moi, comme tu disais, est-ce que c'est une personne qui serait accessible? J'ai l'impression que ça devait pas être... Parler de physique avec lui, ça devait pas être très accessible, parce que je pense qu'il y avait une compréhension que personne n'avait, puis je dirais que peu de monde ont encore aujourd'hui. Fait que comme je te disais, j'aurais possiblement rien compris, mais juste le fait d'avoir l'occasion de parler avec, je serais prêt à prendre le risque. D'avoir de l'air d'un idiot. C'est un risque à prendre, c'est un beau risque. Oui, c'est ça. Est-ce que tu supportes une cause ou une fondation? Oui, en fait, j'ai une cause qui découle de quelqu'un que tu connais bien, d'ailleurs. C'est la Société Saint-Vincent-de-Paul, plus précisément le chapitre de la paroisse Saint-Martyr canadien, qui est sous la tutelle de André, oui. C'est ça. Alors, ces gens-là viennent en aide aux gens les plus démunis. Et c'est toujours quelque chose, je pense, qu'il faut faire. J'ai eu le privilège de faire partie des gens qui sont chanceux, comme j'ai pu le démontrer encore le 2 juin. Alors, j'aime bien contribuer à ça annuellement. Je te remercie, Luc. Ça fait plaisir. Une bonne santé, puis des belles plongées à venir. Espérons, oui. Merci. Merci. Bye. Bye.